Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 octobre. Alors je vais faire une petite tour vite fait, il n'y a pas grand chose à dire. Donc j'ai pas fait une vidéo depuis 2 mois je crois quasiment. Il n'y avait pas grand chose vraiment à dire, à part ce que je vous avais dit la dernière fois, de ce que j'allais prévoir à planter, de cela, il n'y avait rien d'autre d'important à dire. Du coup j'ai pas fait de vidéo depuis les 2 mois. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai planté les haricots. Là, ils commencent à tous être en fleurs depuis un moment. Il y a déjà des haricots là qui se font. Autant en profiter avec la chaleur qu'on a dans le sud. Ce serait bête de ne pas avoir fait une deuxième fournée d'haricots. Donc vous voyez, là, il y a plein d'haricots qui se font. Donc tant mieux. Hein. Là, il commence à avoir un petit peu la fraîcheur qui arrive. Mais c'est pas grave. Hein, parce que d'ici là, je pense une quinzaine de jours, j'aurai récupéré tous les haricots. Donc vous voyez, ils sont bien beaux. Hein. Pas à dire. Les petits qui se font. Donc pour ce qui est des haricots, bah écoutez, faut en profiter. Hein. Octobre qui fait encore du quasiment 30 degrés. Pourquoi ne pas en profiter et refaire des haricots? Là, j'ai fait les maïs. À voir maintenant, hein, est-ce qu'ils vont tenir l'hiver? Parce qu'à savoir que les maïs sont censés tenir à des températures basses. Alors je vois pas pourquoi ils sont censés tenir à des températures basses, alors qu'on est censé les planter qu'en mai, à l'extérieur. En mai, il n'y a plus de température basse. Alors je me suis dit, faisons un test. On s'en fout, ça ne marche pas, s'ils crèvent, ben ils crèvent. J'en ai fait une trentaine, là, puis on verra ce que ça donnera en hiver. Là, j'ai commencé à planter les fèves. Donc tout ça, là, vous voyez, ça c'est les fèves. Donc ils vont jusqu'à là-bas, je n'ai pas besoin de vous montrer jusqu'à là-bas. Très précoce, hein, comme d'habitude. Pour moi, les fèves, je les plante à partir de octobre et je les sème en septembre. Comme ça, ils ont une croissance très lente. Et en même temps, quand ils vont commencer à produire les graines, il va commencer à avoir l'apparition des pucerons. Mais je vais faire la récolte en même temps qu'ils vont commencer à arriver. Donc vous comprenez que c'est mieux. Parce que les pucerons, c'est trop ravageur. Du coup, les fèves, je les fais précoces. Puis c'est mieux au moins comme ça. Imaginons que vous les faites en février, je crois. Ouais, vous commencez à les semer en février. Et vous les récoltez à partir de juin, il me semble. Donc du coup, ça fait pas une croissance très grande. Ça fait une croissance de 2 mois, 2-3 mois avec une floraison et une récolte 2 mois après. Donc ça fait en moyenne 5 mois maximum. Tandis que là, si je les mets en septembre, ils vont végéter. C'est-à-dire de octobre jusqu'à février, ils vont vraiment grandir, mais très très lentement. Ce qui va faire une croissance très lente. Et du coup, les racines vont pouvoir aller très très profondément dans le sol et avoir un bon racinaire. Et du coup, après, quand ils vont commencer à se faire, ils vont avoir tout ce qu'il faut dans la terre. Hein. Donc les petits pois, c'est pareil. Là, j'ai commencé à les faire. Ils sont pas mal. Hein. J'ai fait aussi du blé, j'ai testé. On verra ce que ça donne. Hein. Le blé, c'est un petit vieux qui faisait du blé à l'ancienne. Il m'a passé quelques de ses graines qu'il cultive plus. Hein. Il a arrêté, ça fait longtemps, mais il en a encore. Du coup, j'ai récupéré ces graines. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, on est censé faire la volée. Mais j'aime pas trop la volée. Hein. Vous savez que moi, tout ce qui est sans gobelet, j'aime pas. Non, je préfère faire à la volée. Donc voilà le petit blé. Le petit blé d'un vieux paysan, de génération en génération. On va voir ce que ça donne. Hein. Là aussi, j'ai mis 3 pieds de tomates. Écoutez, ils ont poussé. On verra ce que ça donne. C'est sûr qu'ils vont pas durer l'hiver. Mais je vais mettre 1 ou 2 voiles hivernales pour voir s'ils peuvent tenir l'hiver. Et on verra ce que ça donnera. Hein. S'ils peuvent végéter, ce sera mieux. Ici, les petits poireaux sauvages. Comme tous les ans, je refais. Hein. Je reprends les graines et hop, je les refais.
J'ai voulu faire des oignons, mais malheureusement, les oignons et l'ail, c'est problématique. Ils se font trop attaquer. Et bon, là, c'est des petits pots encore. Là, je les ai bien collés côte à côte pour que ça fasse une grosse touffe pour la pollinisation. C'est-à-dire, eux, ils vont en stresser un peu, mais c'est pas grave, c'est juste pour les fleurs. Comme ça, les abeilles vont pouvoir aller de l'autre côté et jongler entre eux. Ça fera une bonne variété. Ouais, si vous voulez, le gros problème que j'ai ici, c'est que j'ai beaucoup de limaces et d'escargots. Les escargots, j'ai pu les éliminer. Mais les limaces, le problème, c'est les fourmis. Je suis envahi de fourmis. Comme vous le savez, il ne pleut plus du tout. Là, dans les Pyrénées, c'est une sécheresse. C'est l'Égypte. Hein. Regardez-moi ça, c'est de la pierre. Hein. C'est plus de la terre, c'est de la pierre. Du coup, ce qui se passe, le problème, les fourmis, elles adorent ce qui est sec. Donc, au final, je me retrouve avec des milliers, enfin, c'est même plus des milliers, c'est peut-être des millions de fourmis qui va à tout va. Et quand je mets par exemple des grains à limaces, 5 minutes après, toutes les grains à limaces ont été embarqués par les fourmis. Je peux plus rien faire. Le truc qu'il faudrait faire, c'est remettre des poules et des canards. Les poules mangent de temps en temps les fourmis. Les canards, c'est pour tout ce qui est mollusques. Hein. Les poules aussi, elles mangent aussi les mollusques. Hein. Mais comme vous le savez, hein, j'avais pris 2 poules et ça a mal fini. Avec les voisins à côté, ça passe pas. Donc ça, je verrai sur le grand terrain. Par contre, le grand terrain, malheureusement, j'ai mis la tente là-bas pour voir ce que ça donne. Il faut toujours vérifier. Et le problème, c'est qu'il y a des cochons, un sanglier qui est passé, et il y a un cerf en rude qui a fait... Alors, j'ai été surpris, ça fait longtemps que j'avais pas entendu des animaux sauvages. Alors entendre un cerf, vous dites plutôt chevreuil, entendre un chevreuil en rut, ça fait vraiment très bizarre. On n'a plus l'habitude. Et comme il y a des animaux sauvages, j'ai peur qu'il y ait aussi des prédateurs, genre des renards ou même des loups, hein, parce que vous savez, ils ont remis des loups en France. Alors s'ils ont remis des loups, des renards ou des furets, j'ai peur qu'ils bouffent les poules, quoi. Donc je pense que j'en mettrai un petit peu. L'équivalent, je sais pas moi, 2-3 poules, 2-3 canards. Et s'ils se font tuer, ils se font tuer. Hein, mais bon, c'est mieux que de mettre une trentaine de poules et que tous se fassent tuer, vous comprenez. Donc il vaut mieux que je fasse un test. Bon, ce ne sera pas pour maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Et il y a aussi un autre petit truc, c'est le grillage. Parce que j'ai regardé la longueur. Je crois qu'il faut 500 mètres pour faire le contour complet de grillage. Quand je suis allé au magasin de bricolage voir le prix du grillage, j'ai dit dans 500 mètres, 300 mètres. Non, je crois que c'était 500 ou 600 mètres, un truc comme ça. Alors 600 mètres de grillage à poule. Les gars, pas déconner. Hein. On parle plus d'un salaire, on parle de 4-5 salaires. Hein. C'est pas la peine. Hein. Quand je dis 4-5 salaires, c'est un salaire de couple. Hein. C'est genre 10 000 € pour faire le contour du terrain. Hein. Le grillage de poule, je sais pas si vous savez, c'est colossal. Hein. Donc au final, parce que moi en fait le problème c'est que si je fais de la culture avec les poules dedans, c'est pour qu'elles soient dans tout le terrain. Qu'elles vagabondent et mangent tous les trucs dans le terrain. C'est pas faire un petit enclos, ça sert à rien. Non, du coup c'est pas faisable. Avec la hausse des prix de malade, tout ça c'est plus faisable. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Si je mets les poules en liberté, par exemple si je les prends poussins, je les mets dans... Je fais une sorte de un petit abri. Ils vont grandir dans l'abri. Et quand je vais ouvrir l'abri plus tard, logiquement, comme mes poules j'avais ici, quand la nuit elle revient, hop, les poules elles rentrent dans leur abri. Parce que c'est leur maison. Elles sont nées là-dedans. Donc peut-être que si je fais un petit abri là-bas, genre une grande cage à poules, je les prends poussins, ils vont grandir là-bas.
logiquement, si quand ils deviennent un peu grands, j'ouvre. Et puis je laisse ouvert, même la nuit. Logiquement, dès que la nuit elle arrive, ils vont revenir, c'est leur maison. Donc je sais pas, faudra que je fasse un test et voir ce que je peux faire. Pareil pour les canards. Les canards, j'en ai eu il y a longtemps de ça. C'était mon... comment ça s'appelle l'ami de ma mère, mon beau-père, quoi. Il avait une propriété de 50 hectares avec un grand lac. Il avait tous les canards en bas. Et de mes souvenirs, les canards ne fuyaient pas. Ils restaient toujours aux alentours du marécage. Donc peut-être que c'est pareil, hein. Je crois qu'il faut couper les ailes, mais lui, je crois qu'il coupait même pas les ailes. Il s'envolait pas, il restait là. Et donc peut-être que, pareil, si je les prends bébés, que je les laisse dans leur petit abri à côté du marécage, peut-être qu'ils partiront pas. C'est tout ça, hein, je connais plus. J'étais petit, ma mère, je lui ai demandé, elle s'en souvient plus non plus. Il faut que je fasse un petit test et je vois ce que ça donne. Bon, je vais pas déballer ma vie, hein. Je vous ai raconté vite fait 2-3 petits trucs que je ferai plus tard. Bon, là, voilà, les fèves, les petits pois, les maïs, le blé, les haricots. Bon, pour ce qui est du bâchage, ça marche très bien. J'essaie de vous montrer en dessous. Donc là, avec la pluie qui est tombée il y a un mois, ça n'a pas trop séché. Ça reste quand même humide, hein. Mais par contre, malgré l'eau qui est tombée, on va dire qu'il y a à peu près 40% d'eau qui était en dessous qui s'est quand même évaporée. Donc la bâche comme ça retient. Franchement, il n'y a pas mieux. Par contre, en termes de coût, ça fait cher. Mais il y a quand même de l'évaporation qui se fait, hein. Il n'y a pas, je veux dire, zéro évaporation qui va sortir. Donc on va dire sur une bonne terre qui a été faite, il faut compter au bout de 4-5 mois la moitié d'évaporation qui va partir. Donc ça retient pas mal, c'est très très intéressant, du coup ça évite d'arroser autant, mais il y a quand même de l'évaporation, il n'y a pas zéro évaporation. Autre chose aussi, c'est que ça retient toutes les petites bêtes en dessous, donc c'est pas top non plus. Parce que au final, si vous retirez la bâche, vous aurez des centaines de limaces en dessous. Du coup, si vous mettez des poules et des canards, ils ne pourront pas accéder en dessous à manger les limaces et les escargots et tout ça. Donc c'est une couverture à toutes les bêtes nuisibles. Donc c'est un contre aussi. Donc la bâche comme ça, je dirais plutôt qu'il faut l'utiliser, mais pas pour tout. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser par exemple pour les trucs qui sont vraiment délicats, comme exemple comment ça s'appelle, les melons, les pastèques, les citrouilles, vous voyez, pour pas que ça tombe par terre et que ça pourrisse. Tout ce qui peut pourrir sur la terre, hein, comme par exemple comment ça s'appelle ça déjà là, les fraises. Les fraises, si elles tombent par terre, elles vont pourrir. Donc, vous voyez, c'est intéressant pour certains trucs, mais pas pour tout. Par exemple, les fèves, c'est pas nécessaire de mettre sur une bâche. C'est bien aussi contre l'herbe, parce que comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas du tout d'herbe qui est sortie. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Si vous avez, par exemple, on va dire, un petit 200-300 mètres carrés, ça coûtera pas trop cher. Et ce sera pas trop fatigant en termes de biner, de retourner la terre, de refaire le terrain. Donc ça, c'est très intéressant. Encore un pour, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, l'herbe, ça c'est sûr, hein, ça évite de retirer l'herbe. Ça évite que ça pousse trop. C'est vrai que c'est très accaparant l'herbe. Donc pour ça, c'est très intéressant. Mais voilà, les contres, c'est surtout les bestioles qui se mettent en dessous. Et c'est un nid à bestioles. Ah, désolé, j'ai le nez qui coule là. Peut-être encore les fins d'allergie encore. Encore des contres, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour tout, c'est pas top. Par exemple, voilà, hein, comme je disais, pour la fève, même s'il y a de l'herbe qui pousse, une fois que la fève elle est grande, elle va dépasser la hauteur de l'herbe. Donc même s'il y a de l'herbe,
et ben ça ne gênera pas. Si vous mettez des salades, l'herbe elle va surplomber les salades et ça va les étouffer. Donc c'est pas top pour les salades. Il vaut mieux mettre les bâches. Si vous mettez par exemple des petits pois, ben, les petits pois ils vont se faire envahir par l'herbe. Bon, c'est quand même mieux de mettre un paillage pour l'herbe. Donc, vous voyez, toutes les petites pousses, par exemple les maïs, s'il y a de l'herbe, c'est pas grave. L'herbe elle va monter, mais les maïs vont monter plus haut. Donc c'est pas très grave. Donc c'est surtout, vous voyez, pour tous les trucs qui sont assez fébriles, qui peuvent se faire envahir par l'herbe. Donc pour tout, je dirais non. Mais il faut quand même mettre pour certains trucs. Hein. Et par exemple, après, il y a un autre truc aussi, c'est que moi, je peux me considérer comme bio. Donc si je veux vendre mes légumes, je pourrais vendre des légumes bio. Mais, savoir une chose, si vous cultivez avec des bâches comme ceci, vous ne pouvez pas demander le label bio. Parce que cette bâche-là n'est pas reconnue pour bio. Parce que ça fait des particules de bâche dans la terre et du coup, c'est pas le principe de bio. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Ou sinon, il faut prendre pas des toiles comme ça, mais il faut prendre des toiles de chanvre. Et là, vous pourrez être considéré comme bio. Mais si vous regardez le prix d'une toile de chanvre, les gars, vous pouvez mettre la clé sous la porte. Hein. Même une agriculture riche peut mettre la clé sous la porte. Hein. Juste pour vous donner un exemple, j'ai fait mon calcul. Pour les bâches comme ça, il me faut pour 1 hectare, donc pour l'autre terrain, il faut l'équivalent de 3000 €. C'est quand même, c'est pas rien, c'est 3000 € quoi. Et ça dure minimum 5 ans. C'est-à-dire que je vais utiliser ces bâches-là, si je les laisse en place, je peux les laisser jusqu'à 5 ans minimum. S'il n'y a pas trop de conditions difficiles comme des intempéries trop sévères, des soleils qui chauffent trop fort, elles peuvent aller jusqu'à 10 ans. Mais généralement, ça ne dépasse pas les 5-6 ans. Avec un peu de chance, vous pouvez aller jusqu'à 7 ans. Donc c'est quand même 3000 € tous les 5 ans. C'est un petit budget, hein, donc ça va. C'est pas un gros budget, c'est un petit budget. Si vous mettez l'équivalent de 100 € tous les mois, ben, vous voyez, vous retournez sur vos pieds assez facilement. Donc ça va. Mais les toiles de chambre, les gars, c'est problématique. Peut-être que parce qu'il n'y a pas encore assez de consommation pour les agriculteurs, du coup, vous savez, nous sommes arrivés dans un cycle où on est obligé de cultiver avec des toiles de paillage comme ça. Parce que tout simplement, mais il faut qu'on garde l'eau. Hein. Il n'y a plus assez d'eau pour arroser. Les températures sont trop hautes. Donc on ne peut plus faire autrement. On est obligé de cultiver avec des bâches maintenant. C'est net. Hein. On ne peut plus faire autrement. Donc du coup, on a un petit budget à respecter et on ne peut pas mettre des gros budgets. C'est évident. Et une toile comme ça, mais en chambre, c'est 80 € les 25 mètres de long. Si vous faites votre calcul, il faut pour 1 hectare 20 longueurs de 100 mètres de long. C'est à peu près ce que j'ai fait. Vous pouvez aller jusqu'à 30 longueurs de 100 mètres, mais ça ne sert à rien parce qu'il faut quand même laisser des passages pour que vous puissiez passer entre les trucs. Vous voyez, voilà, j'ai laissé un petit passage. Comme ça, ici, je peux marcher. J'ai fait un calcul, là vous voyez, j'ai laissé vraiment un petit passage, mais j'ai laissé 1 mètre à chaque fois. Hein. Là, j'ai pas mis 1 mètre, mais dans mes calculs, j'ai mis 1 mètre. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 30 longueurs, mais en faisant les passages, il faut compter 20 longueurs. Donc, 20 longueurs de 2 mètres de large. Du coup, si vous faites 20 longueurs de 100 mètres, étant donné qu'un panneau, donc un rouleau de 25 mètres, c'est 80 €, ça fait 320 € pour 100 mètres de long. Si vous faites 320 € fois 20, ça fait un coût de 6400 €. Et à savoir que les toiles de paillage de chanvre,
dure en moyenne 3 ans, maximum, entre 2 et 3 ans. Ce qui fait un budget serré de 6 000 € tous les 3 ans. En moyenne 2 ans. Vous voyez que c'est pas faisable. Vous voyez que les légumes, c'est plus par exemple 6 € le kilo de tomates, ce serait par exemple 9 € le kilo de tomates. Vous ne le vendrez pas. C'est pas faisable. Le kilo de... Enfin, la salade, ce serait plus 1,50 € la salade, ce serait 2,40 € la salade. Les fèves, ce serait plus... par exemple, les petits pois, là, les petits pois, ce serait plus... je crois qu'ils vendent ça 6 € le kilo. Non, 8 € le kilo. Non, j'ai même vu 14 € le kilo. Ben là, ce serait par exemple 18 € ou 20 € le kilo. Vous ne les vendrez pas, c'est pas faisable. Donc vous voyez, pour amortir la bâche de chambre, pour en bio, c'est pas faisable. On ne peut pas faire bio. Dans la situation que nous sommes là, on ne peut pas faire bio. C'est pas faisable. C'est trop cher. Là, vous pouvez mettre faillite, hein, sinon, vous vivez pas. Hein. Littéralement, vous vivez pas. Vous aurez un salaire de 400 € par mois. Avec 400 € par mois, vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas faire bio. C'est infaisable. C'est trop cher. Les toiles de chambre, c'est trop cher. Donc c'est infaisable. Après, à part ça, c'est tout. Alors j'ai fait le tour. Hein, donc vous voyez que maintenant, on est dans des conditions extrêmes. On est obligé de faire avec. On est obligé de s'adapter. Donc pour beaucoup de choses, on est obligé de mettre maintenant la toile de paillage. Et sur certaines choses, on peut éviter. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve certainement, je pense, pas avant décembre. Hein. Là, je vais attendre que ça pousse bien. Je vais être très occupé sur l'autre terrain que je vais commencer à biner, retourner la terre. Comme vous savez, j'aime pas les tracteurs, j'aime pas les motoculteurs, j'aime pas tout ce qui est à moteur. Je préfère tout ce qui est en contact de la main. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, donc je vais être pas très disponible. Quand il va commencer à avoir des petites récoltes, ça va bien pousser, ou peut-être, je sais pas moi, la neige ou la gelée qui va tomber, on va voir les dégâts que ça a fait, peut-être que je vais mettre finalement un cerceau avec des bâches hivernales, j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer, je referai une vidéo pour dire les avancées de tout ceci, peut-être que je ferai même une vidéo sur le grand terrain, j'en sais rien, c'est suivant le feeling, comment ça se passe. Allez, sur ce, je vous embête pas plus et je vous dis à la prochaine. Bye bye.